Brittany Lenga, c'est un plaisir de te recevoir. Plaisir partagé. Coucou René. Alors, c'est toi, la princesse africaine qui est derrière Culture Dorée. Raconte-moi un peu comment t'es venue l'envie d'être créatrice de contenu. Alors déjà, merci pour le nom princesse africaine, ça fait beaucoup. Mais oui, l'envie m'est venue parce que moi, je suis d'origine africaine, mais je suis née et j'ai grandi en France, donc avec des réalités qui sont un peu différentes de celles qu'on a sur le continent. Et donc, en fait, en grandissant ici, on a cette dualité identitaire entre la culture qu'on a à la maison, où on sait très bien qu'on est différent, et la culture qu'on va avoir à l'extérieur, où on sait aussi qu'on est différent. C'est-à-dire que nos parents vont nous apprendre une culture africaine avec des codes, etc., mais vont nous dire à l'extérieur, par contre, adapte-toi, tu es française. Et quand on est à l'extérieur, c'est très... on apprend une autre culture, mais en même temps, on nous rappelle par notre faciès que « mais t'es de quelle origine, en fait ?» Et en fait, tu n'es pas comme nous, tu viens forcément d'ailleurs. Et ce ailleurs qu'on n'a pas connu, malheureusement, en fait, on essaye de créer une identité diasporique, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée à un stade où je me suis dit « mais je peux pas être toute seule à me poser autant de questions par rapport à mon identité. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont cherché, etc. Et donc j'ai commencé à lire, j'ai commencé à m'intéresser à la traite parce que en France, c'est ce qu'on nous fait comprendre. Hein. Les Noirs, c'est forcément l'esclavage et la colonisation, il n'y a rien d'autre. Mais de par la traite, j'ai découvert plein d'inventions, plein de choses dont j'aurais dû être fière, qui m'ont confortée dans mon identité. Et de là, je commençais à partager avec des amis, mais c'était vraiment petit cercle en fait. Je lisais, je partageais comme ça. Et à un moment donné, j'en ai eu marre. J'en ai marre de tout le temps répéter la même chose. Et puis il y a eu une dispute d'amis, une dispute de couple entre une Haïtienne et un Congolais. Et le Congolais commençait à dire à sa femme ouais mais de toute façon vous les Haïtiens vous avez rien inventé, blablabla. Bref, très réducteur. Et sa femme, c'était dans un groupe comme ça. Et elle envoie dans le groupe, oui, Brittany, j'ai rien à dire par rapport à mon mari, je connais pas assez ma culture. Est-ce que tu aurais quelque chose que je pourrais lâcher là pour lui fermer sa bouche? Et moi, je suis là devant mes amis, je fais, attends, franchement, je pense que tu peux lui dire, comme c'est un Congolais, tu peux lui dire que la plupart des Congolais, à la suite de l'indépendance du Congo RDC, ont été formés par des professeurs, des professeurs, des enseignants, des avocats, etc., qui étaient haïtiens. Puisque lors de la décolonisation, on ne voulait pas que ce soit les colons belges qui viennent enseigner les Congolais, mais on préférait que ce soit des Noirs comme eux. Donc on a fait venir des Haïtiens. Donc tu peux lui dire que peut-être que ses parents ont été éduqués par les Haïtiens, tout simplement. Waouh! Mais Brittany, mais tu te rends compte de tout ce que tu as dans ta tête et tout. Et moi, je ne comprenais pas. Et c'est ce jour-là que je me suis dit, non, Brittany, tu as beaucoup de connaissances. Il faut que tu trouves un moyen de le partager. Et je me suis lancée sur les réseaux. D'accord. Pourquoi le mot culture dorée? Donc c'est pour ça que je t'appelle princesse. Pourquoi le mot culture dorée? Parce que tout est une histoire de culture. Et dorée parce que je voulais remettre de l'or sur notre culture qui a été salie. C'est une culture qui a été dénigrée. Voilà. Parce que méconnue. Ouais, mais même dénigrer, en fait, je fais attention à ce mot parce que c'est forcément négatif et dénigrer, c'est dépeindre en noir. Comme si le fait de dépeindre en noir était négatif. C'est pour ça que c'est relou, hein. Mais quand on commence à se poser plein de questions, tous les détails ont une importance. Chaque détail compte, comme dirait Willem. Et du coup, je voyais que tout ce qui était attrait à ma culture était négatif. J'ai pas le droit d'être fière d'être africaine, j'ai pas le droit d'être fière d'être afrodescendante. C'était toujours négatif. Même dans les films, quand on voit des Noirs, c'est toujours la maman africaine ou la maman caribéenne qui est agressive. C'est toujours ça. Et donc, ce que je voulais, c'était qu'au travers de mon contenu, je parle de ma culture, aussi bien d'Europe en étant issue de la diaspora, mais aussi de la Caraïbe, des États-Unis, de l'Asie, de l'Afrique, mais toujours sur les populations noires. Et qu'en fait, je place de l'or dessus, je lui donne de la valeur. C'est pour ça que c'est culture dorée. J'aurais pu faire culture redorée, j'aurais pu faire culture en or, mais c'est tombé sur doré. Et voilà. Alors, pour te forger ce caractère fort, il a fallu que tu ailles puiser dans ta culture, mais aussi au fin fond de l'histoire. Est-ce qu'à la base, tu es une historienne? Parce qu'on a l'impression quand même, tu balances des petites bombes là comme ça, mais pas par hasard. Il y a de la recherche derrière, il y a une vraie quête de connaissances et de connaissances de notre histoire. Alors, je suis devenue historienne autodidacte aujourd'hui. Mais à la base, non, moi, à la base, je suis dans la communication et dans les relations internationales, puis la communication. Et en fait, je me suis rendu compte que toute la communication qui nous entoure, la publicité, etc.,
avait une image négative des personnalités noires, en fait. Et c'est de là que j'ai commencé à m'intéresser. Parce que même quand on veut faire du commerce, que j'ai fait à la base du commerce international, on doit s'intéresser à la culture de l'autre pour éviter de le vexer. Quand on Et veut puis pour vendre. s'adapter, pour faire quelque chose de customized, de bien adapté. Ça. Et moi, j'étudiais, à un moment donné, on devait aussi vendre, on nous apprenait aussi à vendre des produits, par exemple au Mexique, en Asie, etc. Parce que j'apprenais plusieurs langues aussi dans mon cursus. Et en fait, par exemple, pour faire une campagne, il y a des couleurs qui, pour nous, sont positives ou négatives, mais de l'autre côté, ça va être l'opposé. Donc, quand on voulait établir une stratégie de vente, il fallait qu'on prenne en considération ces codes-là. Et je me suis dit, bah tiens, c'est marrant parce que je comprends les codes, par exemple en Amérique latine, aux États-Unis, en Europe, un peu en Asie aussi, mais en Afrique, je ne sais pas si vraiment on s'est intéressé à ces codes-là. Et c'est de là que je me suis rendu compte du racisme systémique et des codes qu'on avait imposés aux populations africaines. Et je me suis dit, bah non, il faut s'intéresser à l'histoire, en fait, pour comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé à là. Et c'est comme ça que j'ai fait mes recherches. Mais à la base, je suis devenue historienne, autodidacte maintenant. Mais à la base, je sors d'un cursus de communication. Ok, alors raconte-moi un peu comment tu choisis les sujets. Et une fois que tu les as choisis, comment tu fais le travail de recherche, comment tu choisis ces images d'incrustes et comment tu choisis d'en parler de manière très brève, en 2-3 minutes, mais avec du contenu punchy. Alors, les recherches, elles font pas 2-3 minutes, ça déjà, faut C'est sûr. Mais en fait, très souvent, c'est une situation de la vie de tout le temps. En fait. Par exemple, la pastèque, tiens. Voilà, la pastèque. La pastèque, c'est un sujet d'actualité. La chose, c'est que moi, comme j'avais fait des recherches avant, ce sont des petites choses qui vont me piquer parce que je connais mon histoire. Et je dis, là, la pastèque, c'est bien beau. Je comprends les personnes qui souhaitent soutenir, mais est-ce que les personnes noires qui soutiennent sont conscientes que nous, déjà, on a un truc à réparer chez nous? Donc, je veux donner aux gens le choix, en fait. Je ne veux pas casser un combat ou autre, mais je veux que les gens soient conscients de la signification aussi pour nous. Toutes les populations du monde ont une signification. Il y a des codes, il y a des choses, nous c'est vexant par rapport à nous, donc on peut pas faire ci. Nous c'est vexant, ou nous on aime ci, ça. Mais les Noirs, on n'a pas de code en fait. On suit généralement la tendance, mais c'est dommage parce que on n'a pas forcément eu de leader qui pouvait nous expliquer tout ça et que tout le monde soit formé comme aux États-Unis avec le Black History Month, etc. Donc de ce sujet d'actualité, moi je suscite l'intérêt et en même temps je permets aux gens de prendre conscience que, en fait, ce qui n'a pas été réglé hier a encore un impact aujourd'hui. À partir de là, il y a les recherches. Donc les recherches, ça commence comme tout le monde aujourd'hui sur Internet. Sauf si, par exemple, c'est quelque chose que j'avais déjà lu. Du coup, je reprends un livre que j'avais lu et ça se rajoute avec Internet. C'est pas que de la lecture parce que le souci, c'est de savoir qui a écrit notre histoire. Et donc parfois, c'est des prismes qui vont avantager une certaine version de l'histoire. Donc j'essaye de regarder certes des articles comme ça, mais aussi de regarder des contenus de personnes qui sont concernées pour avoir leur ressenti et leur expérience, pour rendre la chose un peu plus concrète, accessible, voilà, plus concrète. Donc c'est beaucoup de recherches comme ça, c'est aussi beaucoup aux États-Unis parce qu'eux ils ont poussé les études dessus, donc dans le monde anglo-saxon, un petit peu en Afrique aussi. Et après, j'essaye de tout récupérer, de voir ce qui est fiable, pas fiable, parce qu'il faut toujours vérifier, avoir au moins plusieurs sources. Il faut au moins vérifier ces informations 2 fois. C'est ça. Mais c'est dur parce que parfois, la seule source qui va dire la vérité, elle est étouffée par plein d'autres sources qui avantagent un autre prisme. Donc, je suis toujours obligée de dire, c'est selon vous, mais il y a quelqu'un qui aurait dit que blablabla, pour nuancer le propos. Mais voilà, c'est beaucoup. Est-ce que tu essaies de faire des interviews aussi de personnalités qui sont experts dans le domaine ou c'est vraiment lecture et recherche personnelle? Alors c'est très personnel, même quand je fais des interviews, c'est pas des choses que je repartage à ma communauté. Mes interviews, c'est des échanges. J'en fais beaucoup. Là, j'étais à Marseille il y a quelques jours. J'ai rencontré quelqu'un sur le port, un Caribéen. On a échangé. Et pour moi, c'est ces interviews-là qui sont les plus impactantes dans mon travail, parce que c'est vraiment la vie de tous les jours. Donc j'en fais beaucoup des comme ça, ma famille, mes amis, des voisins, des gens comme ci, comme ça. Mais j'en fais pas comme par exemple toi ce que tu fais ici, qui est génial. Donc voilà, j'en faisais avant, j'en ai fait une, mais ça c'était plus pour traiter des populations d'Afrique du Nord, qui étaient victimes des mêmes discriminations parce qu'elles avaient les cheveux qu'on appelle crépus. Donc c'est un mouvement qui s'appelle Rich is Beautiful. Et donc je voulais comprendre. Pourquoi tu dis qu'on appelle crépus? Parce que crépus, c'est pas le bon terme. Crépus, c'est nos cheveux qui ont été abîmés à cause des mauvais traitements, mais à la base. Et puis crépus, il y a toujours ces petites expressions. Ça, c'est une Sibentoum, le chevetologue qui m'a appris tout ça. Se crêper les cheveux. C'est toujours crépage de chignon,
crinière. C'est toujours ce côté un peu sauvage, brut. Et du coup, c'est pour ça qu'est-ce que tu proposes ou qu'est-ce que vous proposez ou Bentoum, qu'est-ce que vous proposez comme on peut très bien dire le cheveu originel, c'est très beau. Le cheveu originel, ok, pourquoi pas. Parce que la plupart des gens, par exemple, les occidentaux, ils n'ont pas de nom, à part cheveux normaux. Mais quand tu vas acheter un Mais est-ce que en redéfinissant tout, est-ce qu'on risque pas aussi de se perdre? J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, tout le monde est en train d'affirmer son identité. Et peu importe ce que les gens pensent, que ce soit l'identité sexuelle, que ce soit... Les gens l'affirment de plus en plus et peu importe ce que les gens pensent. Ce que je trouve dommage, c'est quand il s'agit des communautés noires, déjà juste le simple fait de demander aux gens de nous appeler noirs au lieu de black, c'est problématique. Par contre, moi, je dois faire l'effort de respecter les identités des autres personnes et de changer mon vocabulaire parce que ça peut les heurter. Et moi, je me dis, si on joue le jeu pour les autres, les autres doivent jouer le jeu pour nous. Ça, donc, s'il faut changer plein de mots, on changera plein de mots. Mais ça commence par nous, en fait. C'est genre les enfants que je vais avoir, faire en sorte que mon vocabulaire soit suffisamment adapté pour que eux, ce soit normal. J'aime beaucoup ce « nous » que tu utilises depuis tout à l'heure. Il fait référence à qui, à quoi? Alors, ce « nous », il fait référence aux personnes noires qui se sentent concernées par la cause noire. Alors, je ne parle pas uniquement de l'Afrique, je parle aussi bien de la diaspora, qui est partout finalement, aussi bien en Amérique, dans la Caraïbe, qu'en Asie, qu'en Océanie, qu'en Europe. Et donc, ce sont toutes ces populations qui, à cause de leur mélanine ou à cause de leur héritage culturel, parce qu'il y en a qui ont pas beaucoup de mélanine, vont subir des discriminations ou vont s'interroger par rapport à leur utilité dans l'histoire, par rapport à leur personnalité, leur héritage, tout ce qui est transgénérationnel, etc. Et qui cherchent des réponses, tout simplement. Alors, je suppose que les filles qui te regardent, qui t'écoutent, te ressemblent aussi. Est-ce que... Gentil. Je veux dire, est-ce qu'elles sont, comme toi, de la diaspora africaine? Est-ce que tu connais un peu ton public, en fait? Oui, alors... J'ai de tout, mais si on parle du « nous », j'ai beaucoup de Caraïbes. D'accord. Beaucoup de Caraïbes. Donc il y a aussi cette recherche-là peut-être, et puis ce lien qu'on veut établir avec le continent. Voilà, c'est ça. Mais il y a surtout beaucoup de liens parce que je suis d'origine africaine, mais je suis née et j'ai grandi ici. Donc en fait, c'est une Noire en France. D'accord. Les personnes de la Caraïbe sont des Noirs en France. Donc du coup, on fait la même école, on suit un peu le même programme, on traverse les mêmes rues, les mêmes noms de rues, on regarde la même télé. Comme rue Nègre que tu as traversée à Marseille il y a quelques jours. C'est ça, la rue Nègre, voilà, et plein d'autres rues qui existent même dans Paris. Et en fait, on subit on aime le même environnement, en fait, le même écosystème. Donc, je comprends que ces personnes-là, du coup, me suivent davantage que des personnes d'Afrique aussi. Il y en a qui me suivent, notamment au Cameroun. J'ai une grosse audience au Cameroun. J'étais choquée, mais ça m'a fait du bien. Et à ton avis, pourquoi? À ton avis, qu'est-ce que ces personnes hors diaspora, du Cameroun notamment, ou ailleurs en Afrique, qu'est-ce qu'ils recherchent en toi? Qu'est-ce qu'ils voient en toi, à ton avis? Est-ce qu'ils te le disent? Je pense qu'il y a que eux pour bien témoigner, mais après, je pense qu'il y a le côté historique dans mon travail, mais il y a aussi le côté réévaluation de nous-mêmes, en fait. De ne pas s'excuser d'être noir, ne pas s'excuser d'être comme on est, d'être fier de notre histoire, d'être fier de nos cheveux, d'être fier de notre peau. Et je pense qu'il y a ce côté-là, en fait, qu'ils apprécient, de voir une enfant de la diaspora qui nous envie. Parce que très souvent, c'est plutôt le sens inverse. C'est-à-dire que ce sont nous qui allons donner envie aux personnes d'Afrique de venir chez nous parce qu'on est au-dessus, etc. Et moi, j'essaie de ne pas adopter cette posture. Au contraire, tu les valorises. Voilà, j'étais au Mali il y a quelques mois, on m'avait invitée. Et quand j'étais là-bas, j'ai pleuré et les gens ne comprenaient pas. Je disais, mais en fait, c'est moi qui suis contente d'être ici. C'est moi qui vous regarde, qui vous admire, en fait. Et je pense qu'il y a aussi ce côté-là où on se dit, j'ai envie de la suivre parce qu'elle parle des réalités qui sont là-bas. Moi, je pensais que c'était autre chose, mais finalement, on est bien là où on est et on est bien comme on est. Et puis après, c'est aussi leur enfant, entre guillemets. C'est une petite de chez nous qui est là-bas et qui parle, qui dit les choses. Est-ce qu'il n'y a pas un puzzle, une pièce du puzzle qui manque quand on est africaine d'origine, mais née et issue de la diaspora, quand on veut parler de l'histoire du continent africain et de ce nous en général? Si, il en manque. Il y a un puzzle. Il y a le premier puzzle qui est personnel, qui est identitaire, de se dire, en fait, il me manque une partie de moi, que je le veuille ou non, même si demain je décidais d'aller vivre en Afrique. J'ai fait presque 30 ans ici.
ce sera jamais vraiment pleinement chez moi en fait. Ce sera toujours la France, la France, la France. Donc il y a toujours ce petit manquement en soi. Et même en allant là-bas, je serai pas totalement voilà. Donc il y a toujours ce côté identitaire. Après au niveau des informations, c'est très 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 compliqué parce que c'est pas le cas de tout le monde, mais il n'y a pas des masses de personnes qui s'intéressent à notre histoire durant la période esclavagiste. Par exemple, moi, mes parents sont originaires d'Afrique centrale, principalement, donc Soudan, Centrafrique, Congo, etc. Et cette région-là, c'est une région qui a été touchée de plein de fouet par les deux traites, orientale et la traite occidentale, la colonisation. Mais ce sont des régions où on n'en parle pas. Je pense qu'il y a eu tellement de douleurs qu'on n'en parle pas. Donc, pour retrouver des informations sur ces zones-là, c'est très compliqué. Il faut que j'aille chercher aux États-Unis, mais les Américains n'ont pas forcément de lien. Ils font de leur mieux, mais c'est pas ça. Ou sinon, il faut aller au Sénégal, ou bien aller au Bénin ou au Ghana. Mais au Sénégal, parce que tu parles de Gorée, voilà, Bénin, c'est ça. pour Ouida, c'est ça, c'est ça. Mais sinon, en Afrique centrale, il manque quelque chose. Et oui, c'est une partie du puzzle qui est compliquée, et la partie impact psychologique aussi, puisqu'il y a un déni de l'histoire, comme si c'était une honte, alors qu'en vérité, quand on est victime d'une chose, on n'a pas à avoir honte, en fait. C'est aux autres d'avoir honte, pas à nous. Donc oui, il y a ce petit truc qui me manque, parce que je parle des Noirs, mais l'essence même de notre mélanine, de notre culture, j'arrive pas à avoir vraiment toutes les informations là-bas. Est-ce que tu te dis pas que tu pourrais aussi en parler avec tes parents, peut-être aussi décider de faire, j'ai envie de dire, le grand voyage et d'aller vivre quelques mois, quelques années sur le continent? Est-ce que ce sont des choses qui te parlent? Oh, y aller, ça c'est un projet, ça c'est sûr, hein. C'est l'objectif. Hein. Pas en vacances, hein? Non, c'est pas pareil en vacances. Vivre. Vivre. Non. Vivre avec le nous. Non, vivre avec le nous. Si, bien sûr, c'est dans ma tête. Hein. Après, il y a des réalités et voilà, on peut pas partir comme ça, mais c'est dans ma tête. Après, en parler avec mes parents, c'est très différent. Ma mère, elle a un peu diabolisé l'Afrique. C'est l'éducation, je peux pas lui en vouloir. J'essaye petit à petit de l'émanciper de toute cette image, voilà, mais elle a un peu diabolisé l'Afrique. Mon père, il kiffe, mais il est aussi très attention, ne va pas là-bas sans moi, ne va pas là. Donc aujourd'hui, c'est moi et moi seule. Mais c'est un peu compliqué parfois d'en parler avec eux. Mon père est très, vas-y ma fille, et c'est lui qui m'a donné envie de m'intéresser à notre histoire. J'ai toujours été fière de notre mélanine, de notre histoire et tout. Ma mère, c'est très différent. Et parfois, je vais dire un truc, c'est pas méchant, mais pour me protéger. Après, Tani, fais attention à ce que tu dis. Attention, te perds pas. Attention, tu sais pas que... C'est la génération de la décolonisation, en fait, les années 60. Donc, c'est la génération de la première chance où on vous donne votre chance, mais adaptez-vous. Parce que vous les connaissez pas. C'est ça, en fait. Alors j'ai envie de te demander aussi, comment est-ce que tu vis ta négritude, si c'est un terme qui te parle encore. Comment tu vis ta négritude aujourd'hui en France? Est-ce que tu sens que les choses changent? Est-ce que tu disais au début que quand tu as commencé ce travail, que tu sentais que parfois tu n'étais pas légitime? Est-ce que tu as l'impression que tu te sens plus protégée aujourd'hui en 2023 ou pas? Ah oui, largement quand même. Par rapport à avant, il y a des choses que... on pouvait pas dire. Aujourd'hui, on a quand même une plus grande liberté d'expression, mais tout n'est pas gagné encore. À chaque génération a ses struggles, comme on dit en anglais. Ses luttes. Voilà, comme disait Frantz Fanon, chaque génération a sa mission, l'accomplir ou la trahir. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus de liberté qu'à son époque, par exemple. Ça, c'est un fait. Avec les réseaux sociaux, je peux dire tout ce que je veux. Mais le problème, c'est que le fait de dire tout ce qu'on veut fait que, en tant que personne noire, le cyberharcèlement, par exemple, on n'est pas forcément autant protégé qu'une personne blanche. Donc aujourd'hui, tu as des messages qui sont toujours choquants. On peut avoir des commentaires, on va m'insulter de singe, et quand on va les signaler, ça va être, ah non, ça respecte nos règles. Ah donc il n'y a aucun problème en fait. C'est ça en fait, et c'est très dur, même le racisme, pouvoir le prouver quand on est afrodescendant, ou le gaslight qui est fait quand on va dire, bah moi ça m'a offensé. On va dire, t'es sûr que c'est ce que t'as entendu? Non mais t'abuses un peu. Ça c'est relou en fait. Et des phrases... Toujours devoir se justifier alors que c'est celui qui souffre, qui sait qu'il a souffert et pourquoi il a souffert. C'est ça. C'est comme des phrases comme vous vous êtes vendus entre vous. Donc en gros on doit fermer notre bouche parce qu'apparemment on se serait vendu entre nous, ou on peut pas étudier l'histoire avec le regard d'aujourd'hui. Ça, c'est une des phrases les plus violentes que je me mange à chaque fois, parce que je me dis, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois étudier l'histoire d'hier en me considérant comme étant un meuble, en fait.
Parce que du coup, je dois pas étudier avec l'œil d'aujourd'hui, donc je dois accepter que l'esclavage et la colonisation étaient tout à fait normales. Et à chaque fois qu'on dit ça, c'est violent, mais ça passe. Et moi, je trouve pas ça normal, donc c'est pas évident. Mais je trouve qu'on a quand même plus de liberté, on se sent moins seul, parce qu'auparavant, c'était en mode, allez, chacun survit dans son coin, et voilà. Mais aujourd'hui, on se sent moins seul, parce qu'il y a d'autres gens qui disent, bah, on est d'accord avec toi, c'est réel. Est-ce qu'il y a une communauté comme ça de personnes comme toi qui ont envie de faire bouger les lignes? Ah oui. Et est-ce que vous retrouvez comment, dans quelles conditions, quel est le contact que vous avez entre vous? Il y en a, mais après, c'est vrai que sur les réseaux, c'est beaucoup... ceux qui vont être plus mis en avant quand on est afro, c'est beaucoup le divertissement, hein, les danseurs. Je dis pas que c'est mauvais, il faut de tout, hein, même pour avoir une tête bien, il faut parfois, voilà. Mais c'est vrai que ce qui est dommage, c'est que les autres qui vont faire peut-être du travail de recherche, de l'intellect, etc., sont un peu moins mis en avant. Et parfois, il y a des blocages assez relous. Mais il y en a d'autres sur les réseaux comme ça qui font du travail formidable. Il y en a qui ont plus de visibilité, il y en a qui ont un peu moins de visibilité. La majorité ont moins de visibilité quand même. Enfin, je veux dire, il y en a pas des masses qui ont plus de 100 000 abonnés, par exemple. Ouais, c'est ça. Ça se compte sur les doigts d'une main, par exemple. Est-ce que tu sais pourquoi? Par rapport à mon œil de professionnel dans l'influence, parce qu'à la base c'est mon métier, la plupart des réseaux sociaux parfois peuvent penser que ça n'intéresse pas. Moi j'ai le soutien quand même de TikTok, parce que TikTok a une antenne. Tu as eu un prix, que tu es ambassadrice. Oui, Histoire. Donc, Histoire officielle de TikTok. C'est ça, pour le mois de novembre. TikTok, la particularité qu'ils ont, c'est que ils ont une équipe qui s'occupe des créateurs de contenu noirs, des créateurs de contenu juifs et des créateurs de contenu, je crois, LGBTQA+. D'accord, ça je savais pas. Et du coup, ça permet d'avoir une meilleure régulation. Absolument, et puis une évaluation fair, honnête, quoi. C'est ça. Donc là, j'ai reçu un prix et je sais que derrière, il y a aussi une équipe, je crois que c'est Black X, comme aux États-Unis, comme au UK, qui du coup s'occupe de nous, en fait. Donc on se sent safe. D'autres réseaux sociaux n'ont pas forcément ça. De toute façon, je vois bien que les autres ne l'ont pas. Mais eux, j'ai rencontré aussi leur équipe. Donc, TikTok, c'est très différent. Donc, j'ai plus de 180 000 abonnés sur TikTok. Je sais que c'est parce que derrière, il y a aussi des équipes qui se battent à nous mettre en avant. Mettre en avant, oui. Instagram, parce que voilà, il faut dire que les réseaux peuvent vous pousser comme vous bloquer. C'est ça. Et Instagram, c'est comme les signalements. Tu signales sur TikTok, il y a plus de... Oui, là, effectivement, il y a une infraction qui a été commise, on reconnaît. Sur Instagram, j'en ai plein de... Non, on voit pas le problème. Non. À la dernière en date, j'ai été insultée de nègre idiote, en un seul mot. Ah oui, c'est... Et intelligent. Oui. C'est ça. Donc je signale, on me dit ah non, ça n'enfreint pas les règles communautaires. Est-ce que vous voulez re-signaler et vous nous expliquez pourquoi? Donc je suis obligée de dire en fait c'est un mélange de nègre et de idiote. Là j'attends. Je sais pas encore. Incroyable. Alors, est-ce que tu penses que tu as ces agressions-là? Parce que rappelons que tu parles en particulier de racisme systémique, d'appropriation culturelle et aussi du consommer local. Donc, peut-être que ça gêne certaines personnes, ces thèmes-là. C'est dommage que ça gêne certaines personnes. Parce que c'est pas un message qui est là non plus pour diviser. Ce que je veux, c'est que les personnes noires soient conscientes de leur pouvoir économique, de leur histoire, de la possibilité qu'ils ont dans le futur d'investir, de faire ci, ça, ça. Et surtout qu'on a besoin de se réparer. Et de l'autre côté, les personnes non noires, ce que je souhaite, c'est qu'au travers de mon contenu, déjà elles s'émancipent mentalement parce qu'elles ont été éduquées d'une certaine manière à l'école, qui leur a donné une vision des noirs. C'est pas de leur faute en fait. Par contre, à l'âge adulte, on a cette responsabilité quand même d'apprendre. C'est ça, d'apprendre. C'est comme un exemple bête. Bon, je m'éloigne un peu, mais ça reste dans le sujet. Le déboulonnage des statues. Je suis pas forcément pour qu'on déboulonne les statues, c'est pas ça. Mais il faut laisser aux gens le choix d'avoir toutes les versions. Absolument. Quand Voltaire avait ses propos racistes, sexistes, racistes, il les assumait à l'époque. Et en même temps, c'était un très bon écrivain. Donc, quand on met Voltaire, qu'on puisse me mettre, grand écrivain, mais aussi a tenu tel propos. Qu'on arrête de vouloir protéger des gens qui n'ont pas voulu. Les Colbert devant l'Assemblée nationale, qu'on puisse dire ministre des Finances, ok, mais à côté, instaurateur du code noir. Comme ça, les gens ont le choix. Il y a des gens qui vont l'aimer. Je peux pas leur être transparent. C'est ça. Et raconter l'histoire comme elle a été. C'est ça. Entière. Ses beaux côtés comme ses côtés les plus sombres. C'est exactement ça. Voilà. Donc avec Culture Dorée, c'est vraiment ça. On connaît déjà l'autre version, donc je vais pas revenir et vous dire que oui, les fables de La Fontaine, blablabla. Mais je veux que les gens aient maintenant l'autre partie
pour avoir le En fait, toi, tu parles des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Voilà, exactement. Et on adore ça. Quel est le plus grand coup de gueule que tu as eu à pousser ces dernières années? Ouh, le plus grand. Je sais que tu en pousses beaucoup. Ah ouais, parce que j'en pousse beaucoup. Hein. J'en pousse vraiment, vraiment beaucoup. Est-ce que tu as quand même un coup de cœur? Parce que tu pousses beaucoup de coups de gueule. Est-ce que tu as quand même un coup de cœur? Là, dernièrement, le plus grand coup de gueule que j'ai eu, bah, c'est la vidéo sur Bassem, en fait, où j'ai répondu à Bassem. Donc j'ai répondu à Bassem en particulier, mais j'ai quand même des gens qui sont venus commenter comme si c'était eux-mêmes. Et il y a un sujet qui est Tu peux expliquer le contexte pour ceux qui n'ont pas vu? Donc Bassem, c'est un créateur de contenu d'origine tunisienne, franco-tunisienne, et qui a tendance à être très séparateur et qui est très les Arabes avec les Arabes, contre le métissage, etc. C'est son point de vue. Je ne vais pas forcer quelqu'un à nous accepter ou autre. Là-dessus, il fait ce qu'il veut. Mais il a tendance à avoir des paroles qui sont racistes. Maintenant, il a fait une vidéo où, moi j'ai vu que cet extrait de la vidéo, c'est celui auquel j'ai répondu, où il disait que oui, les Noirs sont les seuls à regarder que la couleur de peau, etc. Donc moi j'ai repris sa vidéo et j'ai dit, bah c'est peut-être parce que tes ancêtres les ont induits en esclavage à cause de leur couleur de peau, ou encore c'est peut-être parce qu'il y a de la négrophobie au Maghreb et que c'est eux qui regardent la couleur de peau, ou c'est peut-être parce que... Il y a eu même de l'esclavage au Maghreb. Voilà, il y a de l'esclavage au Maghreb, etc. Et donc je répondais comme ça, et à la fin je mettais l'extrait du président de la Tunisie qui disait qu'en gros, parce qu'il a eu des propos déplacés sur les Noirs, et il disait, ben moi je comprends pas, ma famille ils sont mariés avec des Africains, mais c'est un Tunisien, donc lui-même il se rend pas compte que voilà. C'est ça. En fait, ça veut dire qu'il réduit en fait l'Afrique à égal noir. En fait. Ça. Donc il mélange tout dès le départ. Alors que Afrique déjà c'est un nom qui vient des peuples berbères, donc déjà ça vient même pas d'Afrique noire comme on aime bien dire. Et la traite arabe, j'en parlais pas jusqu'à présent, mais c'est un sujet aussi qui mérite même encore plus de visibilité que la traite occidentale. La chose, on n'est pas là pour incriminer les gens, on veut juste des réponses à nos questions, et on veut juste connaître l'histoire, c'est tout. Ça peut faire mal, ça peut gêner, mais on n'a pas dit aux gens de se sentir concernés directement. Vous n'êtes pas coupable. C'est ça, voilà, et j'ai déjà fait une vidéo sur ça, j'ai dit, vous vous n'êtes pas coupable, mais vous êtes responsable de votre attitude aujourd'hui par rapport à ça. Enfin, je veux dire, on peut parler de tous les traumas dans l'histoire, mais quand il s'agit de nous, c'est fermez votre bouche, vous êtes vendus entre vous, c'est bon, c'était hier. Bah non, parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore de la négrophobie. Donc, pourquoi il y a de la négrophobie? Parce que ce qui s'est passé hier n'a toujours pas été aboli. Colonisation, esclavage, ça a été aboli, mais le racisme systémique n'a jamais été aboli. On n'a jamais changé. La police, aujourd'hui, traque beaucoup les personnes noires. À un moment donné, il y avait la police des Noirs qui existait en France. Est-ce qu'on a essayé de reformer les choses? Est-ce qu'on a essayé de... On parle des Noirs quand on va aller sur un plateau télé, on va parler de ce qu'on ressent par rapport au racisme, etc. Et on va nous dire, oh mais vous exagérez, etc. ou passez par-dessus. En gros, on ne doit pas calculer. Quelle est la différence avec le code noir qui disait que les Noirs étaient des biens meubles, en fait? Des gens qui ne ressentaient rien. En fait, tant qu'on n'a pas cassé et qu'on n'a pas vraiment discuté des conséquences de l'esclavage, de la colonisation, sur nous, sur les populations, qu'elles soient noires ou blanches, on va continuer à se trimballer toutes les petites canettes derrière nous, en fait. Donc l'objectif, c'est qu'aujourd'hui, on en parle, que les gens puissent expier, parce que oui, il y a une colère. Mais tant qu'on nous étouffe dans cette colère, c'est encore plus gros, en fait. Mais juste qu'on nous laisse expier et dire ce qu'on pense, et après, on pourra avancer. Mais d'abord, qu'on règle ce qui s'est passé. Donc déjà, reprendre en main les mots, le vocabulaire, ça a du sens, et ne pas utiliser du vocabulaire qui serait en fait contre-productif déjà. Oui, en fait, comme tu disais tout à l'heure, effectivement, il y a des mots, il faut les changer. Il y en a d'autres, en fait, il faut juste assumer. On ne demande pas à changer tout le vocabulaire. Mais il y a des choses sur lesquelles il faut assumer. Mais en pleine conscience. Voilà. Aujourd'hui, je suis consciente que le mot noir a quelque chose de négatif. Mais je l'assume. C'est comme le mouvement de la négritude. Je suis une femme noire. C'est pas à quelqu'un de me dire non mais moi je suis pas à l'aise pour dire noir, je préfère dire black. Mais moi je te dis que je veux que tu m'appelles noir. J'ai pas à négocier en fait, c'est comme ça. C'est pas négociable. C'est ça. Et donc en fait il y a des mots, on se les réapproprie, et tant mieux. Il y en a d'autres, il faut les changer. Mais le racisme systémique, c'est ça, c'est tout l'environnement, savoir comment est-ce qu'on vit avec pour mieux l'apprivoiser en fait. Et c'est de là qu'en fait on est obligé d'interroger l'histoire pour comprendre, savoir pourquoi est-ce que ça peut offenser certaines personnes et pourquoi on doit adapter notre vocabulaire. En fait, il faut juste que ça devienne logique, c'est tout.
Donc voilà. Tout à l'heure, tu parlais de métissage et j'ai envie de savoir, une jeune femme comme toi, d'aujourd'hui, d'origine congolaise, vivant en France, qu'est-ce que tu penses des mariages interethniques? Est-ce que toi-même, tu pourrais être dans un mariage interethnique? C'est une vraie question, ça. Alors, qu'est-ce que je pense des mariages interethniques? Alors, je pense que tout le monde fait ce qu'il veut en soi à ce niveau-là. Après, à titre personnel, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais, comme la plupart des jeunes filles, moi je veux un blanc, blablabla, blablabla. Et puis en grandissant, c'est pas que j'ai fermé la porte, c'est juste que je me suis rapprochée de personnes qui comprenaient mon combat. Et quand je dis comprendre, c'est pas juste j'entends, oui, je vois, c'est vraiment quand je vais avoir une agression ou autre, la personne, elle est consciente que, ouais, non, là, il y a une agression. Et pas, j'ai l'impression que... Donc c'est important et c'est bien d'être avec quelqu'un de sa communauté pour comprendre ce genre de choses. Et même moi, par exemple, je suis issue finalement d'un métissage. Mes parents ne sont pas du même pays, c'est dur. Je le dis, pourtant je suis métisse noire, mais c'est dur parce que sur les réseaux, je me mange des insultes parce que je suis des deux. Je me mange et c'est dur. Au fond de moi, en grandissant, je me dis, j'aurais préféré avoir un seul pays que je défends, je suis là avec mon drapeau. Bla. Mais là, quand tu fais pour l'un, il faut faire pour l'autre. Là, tu vas te faire insulter, là, tu vas te faire insulter. C'est dur. Donc, je dis à toutes les personnes qui sont dans des relations mixtes, par exemple, moi, mes neveux et nièces, ils sont tous métis. Métis noirs, caribéens, métis arabes, noirs, j'ai de tout. Et en fait, je dis que c'est bien de se mélanger aujourd'hui, mais ce qui est important, c'est pas de le faire juste pour le résultat de l'enfant, parce que j'ai envie d'avoir un enfant avec des yeux comme ci ou autre. C'est surtout de prendre conscience que l'enfant va avoir des luttes aussi. À vivre avec, ouais. C'est ça. Ouais. L'enfant ne pourra pas s'identifier à un de ses parents. Donc, c'est 2 fois plus de travail et surtout ne pas faire de transracialisme. C'est-à-dire oublier sa propre culture et prendre la culture de l'autre et transmettre ça à l'enfant. L'enfant, il est les deux. Un enfant métis, c'est pas une couleur. C'est juste un constat, voilà, une rencontre. Mais un enfant métis, il est noir et blanc. Dans le cadre de métissage noir-blanc, il est noir et blanc. Ça veut dire qu'il faut que le parent noir connaisse suffisamment bien sa culture pour que l'enfant soit préparé le jour où il aura... Parce que c'est peut-être là aussi où le bas blesse, c'est que parfois les parents connaissent pas bien eux-mêmes leur culture, donc difficile de transmettre quelque chose que vous ne maîtrisez pas vous-même. On fait boiter l'enfant d'un côté, parce qu'on est tout seul responsable, on est le seul dans ce couple. Et pareil pour les parents blancs. Moi je dis, les femmes par exemple, ou les hommes blancs qui se mettent avec des personnes noires, n'essayez pas de ressembler à des personnes noires. S'ils se sont mis avec vous, c'est parce qu'ils sont avec vous. Donc n'essayez pas de ressembler à des personnes noires et ne transmettez pas à l'enfant des complexes parce qu'il leur manque une partie et parce que dans la société, on va leur rappeler parfois, mais toi, t'es blanc, toi aussi. Mais toi, t'es noir, toi aussi. Il faut que les enfants soient fiers et équilibrés. Donc, c'est 2 fois plus de travail quand on veut se mettre en couple mixte parce qu'il faut trouver le moyen pour que l'enfant se sente bien dans ses baskets avec ses origines blanches et avec ses origines noires. Beaucoup de discussions et voilà, parce que l'enfant, malheureusement, il risque d'être attaqué des 2 côtés aussi. Alors, tu as eu le temps de réfléchir, je sais que tu cogites beaucoup. Tu as beaucoup de coups de gueule. J'aimerais bien entendre ton coup de cœur. Mes coups de cœur, c'est quand je vois des personnes, des jeunes filles noires qui me suivent, par exemple, et qui... la dernière fois, j'étais à la NHA, il y a une petite fille de 13 ans qui est venue avec sa maman et sa mère qui me disait « Je vous connaissais pas, je vous ai découvert grâce à ma fille. » Et la petite, elle était... Et elle me dit franchement c'est super ce que vous faites parce que ça lui permet d'être fière de qui elle est, elle vous admire en fait et ça m'a touchée parce que je me suis dit purée moi aussi j'aurais aimé avoir une femme noire foncée de peau qui m'inspire à son âge et ça m'avait touchée et en fait de voir cette jeunesse en fait qui suit et qui n'aura pas les mêmes luttes que moi j'ai pu avoir à l'adolescence. Qui, quand je fais un post sur les cheveux, sur la peau, sur les phalanges foncées, etc., elles comprennent que, en fait, non, je suis fière parce qu'il y a ça derrière. Une autre fierté, c'est aussi des personnes non noires qui regardent le contenu et qui comprennent. Pas qui vont dire « Est-ce que tu ne penses pas ?» Non, c'est juste « Ok, ça te fait mal. Effectivement, notre vocabulaire, il est peut-être pas adapté. Ok, j'entends. Je vais faire ces efforts. » Ou qui m'envoient des messages pour me dire « Comment est-ce que je peux faire ? Mon enfant est métis ou mon enfant est blanc. Comment est-ce que je peux faire pour... » Ça, j'aime énormément parce que je me dis « Ça me touche en fait. » Et puis ça montre que tu contribues à faire changer les mentalités. Et qu'il y a des gens quand même qui réfléchissent avec du recul. C'est ça. Et donc après, mon dernier coup de cœur, c'est quand je fais mes soirées Good Vibes Only. C'est quoi exactement ? Alors, quelques mots sur ça. C'est des soirées, on célèbre, on valorise la culture noire. Donc il y a un thème. La dernière, c'était Black Panther. C'est toujours des thèmes liés à l'histoire noire. C'est Black Panther. Les gens viennent habillés en tenue. Et on n'a pas le droit, durant toute la soirée, de dire des choses négatives sur la communauté noire. C'est un événement qui est ouvert à tous. Mais c'est pas un événement où je vais dire toutes les communautés sont magnifiques et tout. Non, là c'est vraiment pour réparer la communauté noire. Donc on a une partie jeu. C'est intéressant ce mot réparer. Ouais.
C'est ça. Donc on a une partie jeu, on a une partie échange. Par exemple, quand c'est des équipes, mais on joue pour nous-mêmes. C'est-à-dire que quand un homme noir va perdre face à une femme noire, pendant 1 minute, il doit faire l'éloge de la femme noire. Ah, génial. C'est ça le gage. Ah, génial. Et quand il fallait commencer par ça. C'est ça. Et quand c'est une femme qui perd, bon, noire ou femme blanche, hein, tout simplement, en fait, pendant 1 minute, elle doit faire l'éloge de l'homme noir. Qu'est-ce que c'est positif, ça? Comment tu as eu l'idée de faire ça? Bah, c'est simplement parce que je me rendais compte qu'il y avait trop de combats entre hommes et femmes noires aussi, hein, intra-communautaire. Je me suis dit, il faut faire quelque chose où chacun repart de cette soirée avec quelque chose de bon, en fait. Et cette envie, en fait, aussi de gagner. Et, en fait, tu perds pas vraiment. Ouais. Tout le monde est gagnant, en fait, au final. Parce qu'on apprend à accepter, à mieux aimer l'autre et à être tolérant, en fait. Mais ça m'aide aussi à voir qu'il y a un vrai problème. Parce que c'est déjà arrivé qu'il y ait des bugs. C'est-à-dire que bah, là, la dernière, où on demande à un groupe de 2 garçons, bah, faites l'éloge de la femme noire, vous avez perdu. Ah, ils ne savaient pas quoi dire. Alors, on était obligé de leur dire, pensez à votre maman. Et ils essayent, j'ai dit, non, c'est pas ta maman. Pensez à votre sœur. C'est ça. C'est pas ta maman, c'est pas ta sœur, c'est la femme noire. Maman, c'est trop non, c'est la femme noire. C'était dur. Ouais, donc ça veut dire qu'il y a énormément de travail à faire. Et donc, il faudrait qu'il y ait d'autres Britannies ou d'autres cultures dorées qui s'éveillent, quoi. Ouais. Qui s'éveillent. Alors, pendant que tu éveilles le reste du monde, le nous, mais aussi le reste du monde, est-ce que tu as des combats au quotidien? Tu as parlé tout à l'heure des cyberattaques, des attaques en ligne sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'au quotidien, avoir tous ces combats que tu portes à ton jeune âge, parce que pour moi, tu es vraiment une jeune femme, à ton jeune âge, est-ce que porter tout ce combat, ça a un prix au quotidien? Ah oui, c'est un gros prix au quotidien. C'est une charge mentale aussi. Donc c'est pour ça que c'est important d'être bien entouré, de pouvoir communiquer avec des personnes qui vont comprendre, parce que bah, l'un des... J'ai que ce mot en anglais. Struggle. L'un des luttes, des combats. Des combats qu'on a quand on est afro, c'est que parfois les parents vont pas comprendre. Tout ce qui est psychologique, c'est pas palpable. Donc ils vont dire, ah, passe par-dessus. Mais c'est dur quand tu es consciente. Donc c'est pas évident, mais il faut être bien entouré. Ouais, ça va, j'ai quand même un entourage assez sain. Et après, bah ouais, professionnellement parlant aussi, parce que tu t'affiches, tu exprimes des idées qui peuvent ne pas plaire aux autres. Et après aussi, parce qu'il y a des choses qu'on ne tolère plus. J'étais responsable en stratégie d'influence aussi, en agence. Et je me rendais vite compte que bah, je pouvais avoir des petites agressions, enfin des agressions, des imitations de Michel Leb, oh mais Norine, des trucs comme ça, en direct. Je me dis, mais on est en 2020 passé, c'est pas normal que ce genre de choses se passent en fait. Et la chose, c'est que même pour chercher du travail, bah je ne rentre pas forcément dans la case de la petite noire qui va être posée, etc. C'est très difficile quand on est une femme et qu'on est noire en plus, et qu'en plus de ça, on dit les choses. C'est très, très, très compliqué. Mais après, on se sent quand même mieux dans ses baskets parce qu'on se sent en phase avec soi-même. Même si, effectivement, oui, il y a toujours des combats au quotidien, mais il faut être bien entouré et apprendre l'indépendance. Alors, pour arriver là, Culture Dorée, c'est que tu es vraiment une femme, j'ai envie de dire, puissante, parce que tu as avec toi tous tes ancêtres qui sont là, notamment quand tu lis. On a une autre férue de lecture, c'est Camille, qui va tout de suite nous rejoindre. C'est notre chroniqueuse littéraire. Ok. Bonjour Camille, ravie de te recevoir. Bonjour René. Bonjour. Bonjour Brittany. Bonjour. Ravie de te rencontrer. J'imagine qu'une férue de culture et d'histoire comme toi aime lire. Pourrais-tu dire à nos auditeurs quels sont les 3 livres que tu retiendrais et que tu leur conseillerais? Alors oui, le numéro 1, ce serait La personnalité raciale du psychopathe et autres essais de Bobby Eugene Wright, qui était un psychiatre afro-américain. Il nous parle de ce qu'on appelle le menticide, donc c'est Bobby Wright qui a développé ça et qui explique qu'en fait, à l'école, on est formaté à apprécier certaines personnalités parce que en fait, le système éducatif, il a une direction, une lecture et un seul prisme en soi. Et donc, il explique que pour certaines communautés, notamment la communauté noire, en fait, on nous apprend notre histoire avec un autre prisme et en fait, on nous apprend à apprécier nos bourreaux. Par exemple, Napoléon. On va nous apprendre à apprécier Napoléon, Colbert, on va nous apprendre à apprécier Colbert ou Voltaire. Alors que selon notre prisme, c'était des personnes en fait qui ne nous aimaient pas tout simplement. Et donc il parle du menticide et de comment en fait émanciper le mindset noir en fait. Mais ça permet
de mieux comprendre. J'aime beaucoup. Il y a ça permet d'avoir un autre regard sur les programmes scolaires, en fait. Sur les programmes scolaires, sur les relations entre noirs aussi, puisqu'il parle de suicide noir. Enfin, c'est très c'est psycho, mais c'est très accessible. C'est-à-dire que vraiment, c'est un petit livre, il fait peut-être 39 pages, il se lit en même pas 24 heures et il se boit. C'est mon livre préféré. En deuxième lecture, je recommanderais la saga de Malory Blackman. Le premier s'appelle Entre chien et loup. Et en fait, c'est le monde inversé. C'est-à-dire que c'est une histoire d'amour entre un jeune homme blanc et une fille noire, sauf qu'en fait, tout est inversé. On est sur une époque un peu de la ségrégation raciale, sauf qu'en fait, ce sont les blancs qui sont considérés comme les noirs l'étaient avant, et les noirs qui sont considérés comme les blancs l'étaient auparavant. Et donc, ça permet d'avoir un autre regard sur le favoritisme ou le défavoritisme, je sais pas si ça se dit. Et donc, ça permet de vraiment mieux comprendre. Moi, en lisant cette saga, je me suis du coup dans la lecture mise à la place de cette jeune fille qui est noire, mais qui appartient à une communauté qui est favorisée. Et donc ça me permettait de me rendre compte de plein de micro-agressions constantes que je ne réalisais pas, comme par exemple il y a un moment, je ne fais pas tout spoil, franchement c'est dans le livre, mais il y a un moment où le jeune garçon a un pansement, mais à l'époque il n'y avait pas de pansement de plein de couleurs quand je l'ai lu. Et donc il a un pansement et tout le monde se moque de lui et lui dit mais t'es vraiment bizarre avec ton pansement marron sur la joue. Et c'est quand j'ai vu cette réflexion, mais dans l'autre sens, que je me suis rendu compte, mais en fait, les pansements, ils sont pas adaptés à notre carnation. Plein de petites choses comme ça, et ça permet vraiment, même pour des personnes qui sont pas noires, de comprendre quelles sont les tribulations que les personnes noires peuvent subir en tant que noires, en fait. Ça inverse les mentalités, en fait. C'est ça. C'est vraiment la même chose, mais dans le sens inverse. Oui, ça permet de se mettre dans la psychologie d'une autre personne, en fait. C'est ça. C'est exactement ça. Et en troisième lecture, puis il y en a plein en fait, mais en troisième lecture, je pense que ce serait plus pour les anglophones, enfin pour les personnes qui comprennent l'anglais, ce serait le livre de Joy Degree, qui est une psychologue afro-américaine, qui parle du traumatisme transgénérationnel des populations qui sont héritières entre guillemets de l'esclavage. Et elle explique qu'il y a des traumatismes aussi bien dans les communautés noires que dans les communautés blanches. Et en fait, elle met face à la réalité par rapport à aujourd'hui, comment est-ce qu'on se comporte et d'où est-ce que cela vient. C'est ma plus grande inspiration. Elle, franchement, c'est le livre, voilà. Et donc, c'est vraiment très, très bien fait, très bien expliqué et ça permet en fait de le mettre en phase avec les réalités d'aujourd'hui. Je te remercie sincèrement, Brittany, pour tous ces conseils et à bientôt. À bientôt. Merci Camille. Alors, on va pas laisser partir Brittany sans lui laisser le mot de la fin. À toi. Merci. Donc du coup, merci de m'avoir accueilli sur ce plateau. C'était un agréable moment. Donc voilà, mon mot de la fin, c'est vraiment qu'il faut s'intéresser à l'histoire en fait de tous les peuples qui nous entourent. Si on veut bien vivre ensemble, il faut comprendre quelles sont les complexités des autres peuples, ce qui leur plaît, ce qui ne leur plaît pas, et surtout prendre en considération que l'autre n'est pas nous. Donc ça veut dire que si l'autre nous dit que ça me vexe, ça je n'apprécie pas, ok, je lève le pied. Tant que ça n'empiète pas sur moi non plus, je lève le pied et surtout prendre le temps d'échanger, d'écouter l'autre. On n'est pas là pour attiser la haine, mais la haine se retirera à partir du moment où on s'éduquera en fait et on se formera. Donc comprendre l'autre, c'est mieux vivre ensemble. Donc voilà mon petit mot de la fin et suivez-moi sur Culture Dorée bien évidemment, sur mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Puis voilà. Merci beaucoup. J'adore la manière dont tu nous fais prendre du recul et trouver de la relativité dans toutes nos idées, toutes nos pensées. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cette émission, partagez, commentez, likez. À très bientôt. Au revoir.